c'est un acteur majeur de la propreté en Île-de-France, avec 4 800 salariés et un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros. Puissance 5 est aujourd'hui à une étape clé de son histoire puisque c'est l'heure de la passation entre le dirigeant historique et la nouvelle génération. Une période abordée dans la sérénité avec pour ligne directrice le maintien des fondamentaux de l'entreprise. Pour évoquer cette transition et les choix stratégiques qui y sont liés, je reçois tout de suite dans notre studio Élodie Dubesset, présidente du directoire. Bonjour. Bonjour. Élodie Dubesset a bientôt 30 ans. Puissance 5 vit un moment critique. L'ancienne génération de dirigeants passe la main à la nouvelle. Alors, comment ça s'organise ? Ça s'organise bien et surtout, ça se prépare. Vous imaginez bien que la passation, effectivement, entre les dirigeants historiques et la nouvelle génération ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. C'est quelque chose qui s'est préparé depuis un certain nombre d'années. Des jalons ont déjà été posés les années passées. Et puis, finalement, cette passation qui va se faire au courant de l'été 2026, c'est la dernière pièce du puzzle qui vient parachever une co-construction qui s'est faite entre les dirigeants historiques et la nouvelle génération. Alors, cette passation, comme vous le disiez, s'organise en amont. Est-ce que ça s'accompagne aussi, effectivement, de choix stratégiques pour accompagner cette période, je dirais, tant au niveau de l'activité que la façon de communiquer avec les salariés, par exemple ? Alors, vous l'avez dit vous-même, même si on est dans une période historique, critique, oui, sensible, mais pas plus anxiogène que ça, l'idée, c'est de conserver nos fondamentaux qui ont fait notre succès depuis bientôt 30 ans. Donc, j'ai envie de vous dire, on ne change pas, non pas une équipe qui gagne, mais des recettes qui fonctionnent. Donc, concrètement... Ces fondamentaux, quels sont-ils, j'allais vous dire ? Voilà. Les fondamentaux, c'est ce qui était au commencement. La raison d'être de la société, quand elle a été créée il y a une trentaine d'années, c'était la volonté d'apporter une vigilance ou une attention particulière à nos salariés. Tout ce qui tourne aujourd'hui de ce qu'on appelle la QVCT, finalement. C'est un terme qui est largement répandu, mais il faut se mettre en condition 30 ans en arrière dans les métiers de la propreté. Le bien-être au travail, c'était loin d'être quelque chose d'évident. Et clairement, voilà, c'est une ambition fondatrice et c'est aussi une exigence, une responsabilité pour la nouvelle génération de maintenir cette trajectoire. Alors forcément, il faut vivre avec son temps, mais ne pas renier qui nous sommes et toujours bien rester clair sur nos valeurs, d'où nous venons et où nous voulons aller. Donc c'est pour ça que, je vais peut-être vous décevoir, mais les axes stratégiques qu'on s'apprête à déployer pour les années à venir, ils sont dans la lignée de ce qui s'est fait jusqu'à présent. Le premier axe stratégique, c'est la pérennité. Vous l'avez dit, on approche les 30 ans, donc on a une première génération qui a fait cette première tranche de 30 ans. À nous, maintenant, la nouvelle, à tenir, pourquoi pas 30 ans et aller jusqu'à 60 ans. Mais alors, pour assurer finalement ce changement dans la continuité, en termes de gouvernance, comment ça se passe ? Alors, les dirigeants historiques, effectivement, vont quitter leurs fonctions purement opérationnelles, mais ils ne vont pas quitter le groupe complètement. Ils vont quand même rester dans les parages. Ils vont prendre d'autres fonctions au sein d'un conseil de surveillance pour continuer à apporter leur expertise à cette nouvelle génération, la stimuler, la recadrer éventuellement, pourquoi pas, quand ce sera nécessaire. Mais ils ne partiront pas bien loin. Il y a aussi une manière de rassurer en interne déjà ses salariés, mais également les clients. Comment gérer le changement par rapport à ça ? Alors, vous l'avez dit vous-même, c'est la continuité dans le changement. La continuité, c'est que ce qui a fait notre succès et les méthodes qu'on a déployées jusqu'à présent, on va les conserver. Le changement, ce sont les pilotes. Mais ce sont des pilotes qui se sont choisis. Tous au nouveau directoire
Nous sommes dans la société depuis un certain nombre d'années. Moi-même, j'ai rejoint la société en 2018. Je n'ai pas fait toute ma carrière au sein du groupe Puissance 5. Mais on s'est choisi, on se connaît, on se reconnaît. Les équipes nous connaissent aussi. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a déjà un certain nombre de jalons, un certain nombre d'étapes qui ont été franchies. On n'est pas sur un changement brutal. C'est une transmission progressive des responsabilités et une montée en puissance de la nouvelle gouvernance qui s'est faite assez naturellement. Alors, au niveau des activités, quand même, un petit mot. Dites-nous quels sont les grands secteurs clients de Puissance 5 et également ces métiers. Donc aujourd'hui, on a 5 métiers principaux. L'habitat collectif, le tertiaire, la grande distribution, les centres commerciaux ou finalement les espaces qui reçoivent du public, que ce soit des administrations, du public ou des espaces privés. On intervient également dans des zones industrielles ou des zones logistiques. Et puis, dernièrement, depuis l'acquisition de Novasol, donc, qui est une société de nettoyage spécialisée dans la santé, on a ajouté effectivement ce 5e métier à notre arc. Et alors, que propreté ou un peu de diversification ? À 95% que propreté. Vous voyez, de la même façon qu'on est francilien, donc on n'intervient que dans une seule région, on ne fait également qu'un seul métier. On évite de s'éparpiller et on s'en tient à ce qu'on sait faire en essayant de le faire du mieux possible. Alors, vous évoquez le rachat de Novasol en 2024 avec le secteur de la santé, donc, qui est une nouvelle corde à votre arc. C'est pas rien, un rachat quand même d'une entreprise de cette taille-là. Comment on fait pour consolider ces activités, ou en tout cas les intégrer dans un groupe ? Alors, c'est un projet, comme la transmission. Et comme tout projet, ça se prépare. Donc l'acquisition de Novasol, pour ne rien vous cacher, ce n'était pas au programme. Voilà, ce sont des opportunités comme ça qui se présentent. On a eu la chance de travailler en bonne intelligence avec le vendeur. Et on a eu la chance aussi de pouvoir prendre notre temps précisément pour présenter notre projet aussi, parce qu'on n'était pas les seuls intéressés par le rachat de la société Novasol. Notre projet a plu aux vendeurs et voilà, on a eu le temps effectivement de bien présenter comment on voyait les choses, quel était l'intérêt pour le groupe Puissance 5 d'intégrer l'activité de Novasol et comment on comptait maximiser finalement quelle synergie on pouvait retirer de cette acquisition et puis comment on envisageait effectivement l'intégration des salariés, parce que ce n'est pas l'intégration d'une activité, c'est dans notre métier avant tout sont des bras, ce sont des personnes qui font cette activité. Novasol finalement donc garde son nom, vous avez quand même Novasol garde la notoriété des entités exactement. Que vous reprenez. Même si je vous disais à l'instant, l'acquisition de Novasol n'était pas au programme. Autant le groupe, pendant les 15 premières années de son existence, s'était développé par croissance externe. Depuis 2010, c'était plutôt calme plat de ce point de vue-là. Mais à chaque fois, toutes les entreprises qui ont été achetées par le groupe ont toujours gardé leur nom, leur spécificité, leur activité. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de sociétés dans le groupe. Par exemple, quand on parle de BBN, on sait que c'est de l'habitat. Quand on parle de Global Service, on sait que c'est de la grande distribution. Et de la même façon, quand on parle de Novasol, on sait que c'est de la santé. Donc il y a une vraie force, une histoire aussi derrière les noms. Et vous l'aurez compris, en fait, cette histoire, on y est très attaché. Parce que c'est aussi notre histoire. C'était le début de notre entretien. On est dans une continuité. Donc, ce que l'on applique au niveau du groupe, on l'applique de la même façon aux entités qui le... Vous ne voulez pas casser les entreprises. Non, on ne veut pas le casser parce que, on ne raye pas ça d'un trait de crayon. Une action pour consolider, c'est la création du collectif des managers, c'est ça ? Alors le collectif des managers, c'est une instance que nous avons mise en place l'année dernière et qui rassemble toutes les fonctions de l'entreprise, pour faire simple, tous les chefs de service de l'entreprise. Donc c'est une instance, j'allais vous dire multiculturelle, parce qu'on a l'exploitation
et les autres fonctions, les fameuses fonctions support, entre lesquelles le dialogue n'est pas forcément naturel, mais ça, bon, je ne pense pas trahir de secret en vous disant ça. Et l'idée, effectivement, c'était de mettre ensemble toutes ces forces vives, parce que chacun, à son poste, apporte sa pierre à l'édifice. C'est indéniable, et je vous le disais tout à l'heure, ce qui fait tourner nos entreprises, c'est l'exploitation. Maintenant, l'exploitation, elle n'est pas toute seule non plus. L'exploitation, si elle n'a pas un service RH qui lui fait les bulletins de paye, elle va être un petit peu embêtée. Si elle n'a pas un service comptable qui édite les factures ou qui s'assure que l'argent rentre, ça va être pénalisant aussi. Mais c'est vrai que c'est un maillon qui va aussi venir en relais de la gouvernance, parce que 110 millions, ça commence à faire un beau paquebot. Oui, pratiquement 5000 salariés. Pratiquement 5000 salariés. On n'a pas la prétention d'être partout, de tout savoir. Et il faut pouvoir s'appuyer effectivement sur ces managers, parfois managers de proximité, en fait, pour prendre aussi le pouls du terrain. Il y a une chose qui nous semble très importante, et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on ne veut pas se diversifier, on ne veut pas s'implanter en région, c'est que dans nos métiers, on parle beaucoup de proximité, réactivité. À partir du moment où vous avez une couverture qui est plus importante, vous perdez cette proximité. Nous, le modèle, il s'est construit sur une organisation décentralisée qui autorise justement cette vraie réactivité. Parce que quand vous avez une chaîne de décision à 3-4 étages, l'inspecteur reçoit une demande, il faut que ça monte à soit N+1, soit N+2, soit N+3, et que ça redescende. Bon, le client, il faut qu'il soit sacrément motivé pour attendre justement. Du coup, la réactivité, là, elle est quand même moyenne. Et la réactivité, on l'a pu. Voilà. Donc, on l'a compris, le changement dans la continuité, somme toute, il faut quand même continuer à se développer pour les entreprises, c'est important. Est-ce qu'il y a d'autres acquisitions qui sont envisagées ou sinon, quelles sont les pistes de croissance ? Alors, non, je vais peut-être vous décevoir, mais on n'a pas d'acquisition en vue. Bon, maintenant, je vous disais, pour Novasol, c'était pas prévu et puis ça s'est fait. Mais blague à part, Novasol, c'était un gros morceau, passez-moi l'expression. Voilà, encore une fois, on n'a pas la volonté d'aller beaucoup plus haut que ces 110 millions. C'est largement la taille critique. Et puis, vous connaissez la fable de la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Donc, non, on est bien comme ça. On va revenir à une croissance organique classique, telle qu'on l'a connue, je vous dis, entre 2010 et 2024. Et ça suffira à notre bonheur. Alors, dans cette stratégie globale, est-ce qu'il y a une place pour la RSE ? Vous l'avez un peu évoqué en début d'entretien. Oui, forcément, il y a une place. Et en fait, c'est la première place. En fait, je vous l'ai dit, moi, je n'étais pas dans le groupe au moment de sa création en 1997. Mais l'idée fondatrice, c'était ça. C'était cette ambition de bien-être au travail. Et moi, avec le recul, je vois les fondateurs comme des messieurs Jourdain. Ils ne faisaient pas de la prose, mais ils faisaient de la RSE sans le savoir. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de nos fondamentaux, en fait. C'est quelque chose que l'on a de chevillé au corps et qui, du coup, naturellement s'inscrit dans notre stratégie d'entreprise. Donc, au gré des années, au gré de nos moyens aussi, on a mis en place un certain nombre de dispositifs parce que le bien-être au travail, c'est pas le tout de le déclamer. Enfin, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour l'alimenter ? Donc, on a des actions de petite envergure, de grande envergure. Et c'est vrai que les éléments les plus impactants, peut-être, ce sont le centre de formation et le service de prévention et de santé au travail que nous avons en interne. L'un comme l'autre sont des structures internes. Le service de prévention et de santé au travail, c'est un dispositif qu'on est les seuls à avoir en France dans les métiers de la propreté. Et pourtant, dans un métier où on parle beaucoup de pénibilité et aussi de vieillissement de la population, c'est un service qui a largement toute sa place. Quels en sont les bénéfices directs pour les salariés de ce service interne ? Alors, la qualité en fait de ce service-là, par opposition à des services inter-entreprises, c'est que toute l'équipe, donc il y a 2 médecins, 3 infirmières, une ergonome,
un chirurgien dentiste, une assistante sociale du travail, ne voient que des salariés de la propreté, et a fortiori que les nôtres. C'est-à-dire qu'ils sont parfaitement rompus aux spécificités du métier, pour ne citer que les plus connus, les TMS par exemple, et les moyens de prévention aussi, parce que ce qui nous guette dans les métiers de la propreté, c'est la désinsertion professionnelle. Et c'est vraiment ça, toute leur valeur ajoutée, c'est la même chose que ce que je vous ai dit finalement au début. Ils ne font qu'une seule chose, ils ne suivent que des salariés de la propreté et du coup, ils les suivent bien. Alors, du coup, entre la formation d'un côté et la prévention de l'autre, est-ce que ce sont des leviers de fidélisation finalement de vos salariés? Est-ce que ça va vous permettre de pallier les difficultés de recrutement qu'on annonce? Alors, oui et non. Oui, ce sont des formidables leviers de valorisation et de motivation des salariés. Comme vous le dites, on reçoit parfois des messages de la part de salariés qui ont suivi des formations, mais c'est touchant. Enfin, je vous le dis, voilà, comme je le pense, voilà, c'est touchant parce que à l'époque du Covid, on a beaucoup parlé des travailleurs de l'ombre, de cette première ligne, gna gna gna. Mais malheureusement, le Covid passé, ils sont retombés aussi vite dans l'ombre qu'ils en étaient sortis. Donc, c'est des gens qui ne sont pas valorisés. C'est un sujet d'ailleurs, le travail en journée, à ce sujet-là. Oui. Et du coup, oui, bon, déjà, ça les motive parce que on leur donne les méthodes pour faire leur travail correctement, sans se faire mal. C'est la reconnaissance, c'est un investissement, donc c'est la reconnaissance qui valent quelque chose. Donc oui, c'est un levier de motivation. Après, les embauches qui se profilent, les besoins de recrutement qui se profilent d'ici 2 ans tiennent surtout au fait que les agents vont partir en retraite. C'est pas tant qu'ils partent dans un autre métier, mais donc là, même si on fait tout... oui, après, autant qu'ils partent en retraite le plus tard possible, dans le sens, dans de bonnes conditions de travail. Dans le meilleur état possible. Sans être malade, blessé, etc. Il y a aussi, dans la stratégie RSE, la partie environnementale. C'est quelque chose aussi qui vous tient à cœur? C'est assez naturel en fait. Effectivement, là, on a beaucoup parlé du volet social, mais le volet environnemental, bon, naturellement, il y a eu tout ce qui est produits verts, écolabel, etc. Mais quand on utilise des produits verts, donc on évite de rejeter dans la nature, dans les eaux, dans les sols, des agents nocifs. Mais accessoirement, on évite aussi d'exposer nos salariés à ces mêmes agents nocifs. Donc finalement, social et environnemental, c'est lié. C'est lié. Mais bon, ce sont les limites des catégorisations. Donc autant sur la partie sociale, on est notre propre moteur, autant sur la partie environnementale, là c'est un travail qui se fait avec les fournisseurs. Nous, nous ne sommes pas fournisseurs, mais voilà, c'est un travail au quotidien de voir quelles innovations ils peuvent nous proposer. C'était Interclean la semaine dernière, on était en plein dans le sujet. Voilà, l'idée effectivement, c'est d'une part surveiller notre empreinte carbone, faire un état des lieux, et puis voir dans quelle mesure on peut contenir cette empreinte, voire la diminuer. Et c'est tout l'objet de la démarche SBTi dans laquelle on s'est engagé. Donc c'est une démarche de réduction de nos émissions carbone à l'horizon 2030. Ça passe aussi par la mobilité, l'optimisation des déplacements, c'est possible? Oui et non. Alors, en Île-de-France, le pôle émissions carbone liées à la mobilité est relativement faible parce que la plupart des équipes se déplacent en transport en commun. Et le bilan carbone du pass Navigo est magnifique. La question se pose en revanche pour les encadrants qui, eux, se déplacent en voiture. Et là, les options que l'on prend sont plutôt sur soit de l'hybride, soit du bioéthanol. Et alors, le travail en journée, vous l'avez évoqué rapidement, peut-être pour terminer. Vous avez certains sites qui fonctionnent avec cette organisation-là? Oui.
Oui, et je vous dirais... bon, alors la bonne nouvelle, c'est qu'on en a de plus en plus. Nous, mais je pense que c'est la tendance du marché. Mais ce que je constate sur nos marchés, c'est que les sites qui sont passés en travail en journée présentent toutes les caractéristiques que ceux qui précisément ne veulent pas passer en journée nous citent. C'est par exemple la confidentialité. Oh là là, mais votre agent, il va rentrer dans mon bureau pendant que j'ai mon fichier Excel avec le budget ouvert. Oui. Bon, voilà, alors qu'on travaille dans un certain nombre de sites sensibles, et ça se passe très bien. Mais là encore, c'est une histoire d'organisation. Effectivement, à nous de donner les codes, les modes d'intervention. Effectivement, on ne rentre pas dans le bureau du président comme ça, comme on rentre chez Ginette. Vous voyez, mais ça s'organise. Bien sûr. Bon. Ça se prévoit et ça éventuellement ça s'expérimente aussi. Exactement. Oui. C'est-à-dire que à l'opposé, alors autant on a des clients qui, pour des raisons dogmatiques, disent non. D'autres sont hyper partants, mais ils partent un peu tout seuls et ils oublient d'embarquer leurs collègues. Et là, du coup, on peut faire les frais d'un problème de communication. Mais encore une fois, voilà, on retombe sur des fondamentaux. La préparation, l'organisation et la communication. Parce que, voilà, il y a un petit peu de cadrage, un petit peu de rodage à faire. Mais une fois qu'on y est passé, on ne fait pas marche arrière. Élodie Dubesset, je vous remercie pour cet échange que vous pouvez retrouver dans la rubrique Stratégie du magazine Service de mai-juin 2026. Tous les épisodes de la série Étapes sont disponibles sur notre site web et sur les plateformes spécialisées. À bientôt pour un prochain podcast.